Et j'avais le contact avec la nature parce qu'on était toujours à la campagne. Donc je suis très 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 reconnaissante à mes rochers qui m'ont portée, qui m'ont accompagnée, aux arbres aussi qui me murmuraient du courage, de l'énergie, de l'espoir pour traverser cette période de solitude qui était extrême parce que je ne comprenais pas ce que je vivais. En fait, j'étais trop petite pour le comprendre. Mais voilà, c'était mon refuge. J'ai toujours eu cette conscience lorsque je vivais ces moments qu'un jour j'allais lui rendre ce qu'elle m'a donné. En espérance. En espérance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur En Espérance, un podcast coproduit par Regard Protestant et la plateforme Transition écologique et sociale de l'Église réformée vaudoise. Je m'appelle Marie Sénèque et avec Nicolas Lutti, nous sommes tous les deux engagés dans la transition écologique et sociale. Et nous avons envie de vous faire entendre les voix de personnes qui luttent pour toujours plus de justice, de spiritualité et qui nous aident à ne pas désespérer de l'humanité. Pour faire connaissance avec ces témoins d'espérance, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute, lisez notre newsletter sur Substack ou rejoignez le serveur Discord des podcasts de Regard Protestant. Vous pourrez y discuter avec d'autres auditeuristes des sujets qui nous animent. Les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. L'été dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marie-Antoinette Micheli grâce à une amie commune qui se reconnaîtra et que je remercie vivement. C'est une joie de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Vous allez le découvrir, Marie-Antoinette Micheli a un parcours de vie exceptionnel. Dans cet épisode, nous allons parler d'expériences de mort imminente, comme de la régénération du corps humain et de celle de notre planète. Vous l'entendrez, c'est avec une détermination sans faille et une foi en la possibilité d'un éveil de conscience de l'humanité que notre invitée nous parle de ses engagements politiques et associatifs. Elle nous rappelle que face au changement qui s'annonce, nous n'avons pas le choix. Mais pour elle, cette absence de choix ne mène pas au découragement. Au contraire, il nous pousse à unir nos forces et à renouveler nos liens avec le vivant. Avec Marie-Antoinette Micheli, la traversée de l'épreuve devient l'occasion de s'ouvrir à un surplus de vie. Bonne écoute. Bonjour Marie-Antoinette Micheli, un grand merci d'avoir accepté de participer à notre podcast En Espérance. Je dois t'avouer que j'ai tout de suite pensé à toi comme invitée dès que j'ai créé ce podcast, parce que ton parcours est étonnant, passionnant, et puis surtout l'écologie et la spiritualité sont intimement liées chez toi. D'entrée de jeu, je vais te poser la question que nous posons à chacune et chacun de nos invités. Quelle est ta plus grande source d'espérance ? Bonjour Marie, merci beaucoup de m'accueillir. Ma plus grande source d'espérance, c'est celle que nous parvenions à régénérer notre belle planète et que nous réussissions avec tous les niveaux de conscience que nous possédons de nous reconnecter à notre belle planète et voilà, de faire en sorte que l'homme reprenne conscience de qui il est, quel est son rôle et quelle est sa place sur cette terre, sur cette merveilleuse planète qui est unique en son genre et que notre rôle jusqu'à présent a été largement mal compris. Nous étions dans l'extraction, dans la destruction, dans les jeux de pouvoir, alors que, en réalité, on est dans un cosmos tellement fragile et tellement spécial où j'ai vraiment cet espoir très 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 profond que nous parvenions ces prochaines décennies à passer ce cap de redevenir maître de nos vies, maître de nos consciences et de notre but en soi, qui est celui d'habiter cette belle planète et d'en faire quelque chose de créatif et de la régénérer maintenant que nous l'avons détruite. C'est vraiment ma plus grande source d'espoir. Donc, on pourrait dire une forme de réconciliation avec notre planète, une augmentation du niveau de conscience. Oui, absolument. Absolument. En t'entendant, j'ai vraiment l'impression que tu portes en toi une vision à la fois très forte et très claire. Cette vision, tu en parles dans ton livre La force du vivant, un livre autobiographique où tu racontes ton parcours. Je te propose en fait de revenir à partir de ce livre et de ce que tu as déjà partagé sur ton histoire de vie singulière pour que les auditeurs et les auditrices puissent mieux te connaître.
Parce que souvent, avec mes invités, je repars de l'enfance. Le lien à l'enfance, il est très fort. C'est souvent là que se nouent des choses déjà très intimes et très profondes avec la nature, ce qui est aussi ton cas. Mais toi, il y a quelque chose qui se passe de très fort dans ton existence. Tu as 11 ans et ta vie bascule. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience avec nous? Oui, avec plaisir. J'ai une enfance très très belle, très douce et très facile en soi parce que je suis très connectée avec la vie, avec le monde, avec la nature. Et j'ai une extrême facilité à l'école, je suis très sportive, donc tout me sourit, tout est facile pour moi. Et tout d'un coup, à l'âge de 11 ans, c'est le basculement parce que du jour au lendemain, une voix m'adresse la parole et me demande si je suis prête à ce que ma vie change. Et j'accepte ce challenge parce que je suis très curieuse de nature. Et je me lance donc dans cette aventure où cette voix m'accompagne jusqu'au moment où il y a l'impact. J'ai une grosse chute à cheval pendant que je débourrais et que j'entraînais un jeune poney. Et voilà, au moment de la chute, j'ai un grave traumatisme crânien, double fracture du crâne, je tombe dans le coma et je ne me relève donc pas du sol et je suis héliportée aux soins intensifs à Genève, en pédiatrie, et je passe 2 semaines en soins intensifs dans le coma. Donc pendant mon coma, j'ai fait une EMI, en fait, une expérience de mort imminente. Vraiment au moment de l'impact, je vois que je me vois moi-même quitter mon corps et j'ai eu cette chance de pouvoir faire cette expérience de quitter mon corps et d'aller en fait avec ma conscience dans d'autres sphères, dans d'autres niveaux de conscience, de faire un véritable voyage dans le temps parce que en ayant quitté la matière, je n'étais plus connectée en fait et plus liée à cet espace-temps parce que je voyais des vies antérieures, je voyais l'avenir, mes vies futures. J'ai rencontré mes enfants là-bas, ils étaient adultes, c'était très perceptible. Donc oui, c'était une expérience très singulière que j'ai pu faire là-bas et après coup, en prenant la décision de revenir dans mon corps, j'ai eu énormément de soucis et de problèmes parce que mon corps était détruit. J'ai dû me remettre de plusieurs handicaps, dont celui de ma mémoire. Ma mémoire à court terme ne marchait plus. J'avais perdu complètement ma personnalité aussi. Donc j'ai dû me recréer et j'étais hémiplégique, donc j'ai dû réapprendre à marcher aussi. Donc avec ces petits handicaps, j'ai eu un long chemin de régénération, de récupération. Jusqu'à l'âge de 19 ans, je m'en suis plus ou moins tirée seule, avec 2 années de physio au départ, mais pas de suivi médical. Et à 19 ans, j'ai commencé une thérapie post-traumatique qui m'a accompagnée pendant toute la durée de mes études. Et à 25 ans, je termine mes études, malgré toutes mes difficultés de retenir avec ma mémoire qui était très défaillante. Et voilà, donc c'était une expérience pas facile, mais je dois dire extrêmement riche et intéressante parce que ça m'a permis de comprendre plein de choses que je n'aurais pas pu comprendre sans faire cette expérience. Une expérience donc assez incroyable. Si on peut un peu revenir dessus, donc tu dis que tu entends une voix, c'est une voix intérieure qui te parle. Tu avais déjà ressenti des intuitions comme ça. Tu étais déjà ouverte à la spiritualité comme enfant? Oui, comme enfant, j'étais très spirituelle en étant très liée à la nature. C'est vraiment là que je découvrais ma spiritualité au quotidien et que je la faisais avancer, on va dire, parce que je ressentais le fait que j'étais pas seule, en fait. J'adorais jouer dans la nature, je me construisais des cabanes et j'adorais grimper aux arbres. Donc j'étais en permanence en train de créer, dans la création et en lien avec elle, et je ressentais que j'étais pas seule parce que j'avais cette intuition très claire que les éléments de la nature étaient habités. Pour moi, c'était une évidence et le fait que cette voix m'ait parlé, ça ne m'a pas plus surpris que cela. Pour moi, c'était je l'interprétais peut-être un peu comme un ange et je me disais génial, j'ai un ange qui me parle et qui m'annonce que ma vie va changer.
Donc j'étais très heureuse d'acquérir cette expérience au moment où je me suis lancée, mais sans savoir quelles allaient en être les conséquences. Et donc, tu as consenti à ce que ta vie change. Et puis après, tu fais cette expérience de EMI, comme tu la racontes. J'imagine que tu devais être dans un état de bien-être, certainement de lumière. Et alors là, tu consens aussi à revenir dans ton corps, ou est-ce qu'on t'a demandé si tu revenais, ou pour toi c'était une évidence que de toute façon il fallait revenir? Alors, ce qui était intéressant, c'est le fait que j'ai rencontré mes enfants là-bas. Et pour moi, ça me paraissait logique que si j'ai des enfants, je devais me réincarner et que je devais les mettre au monde. Donc, je ne savais pas dans quel état était mon corps, mais quoi qu'il en soit, il fallait que je me retape complètement, entièrement, à tous les niveaux, pour que je puisse mettre au monde ces enfants. Et je sentais aussi une mission forte m'appeler. Est-ce que tu as consenti en fait à revenir dans ton corps? Est-ce qu'il y a un moment donné, tu as eu comme une question ou voilà, mais tu viens d'y répondre, c'était vraiment une évidence. Et donc tu reviens dans ton corps? Oui. Le seul souci, c'est que c'était pas du tout une évidence ni simple de retourner dans mon corps, parce qu'en fait, mon corps ne répondait pas. Enfin, ça doit être incroyable quand tu reviens dans ton corps. Tu es dans le coma à ce moment-là? Ou tu es éveillé? Alors, je suis dans le coma au moment où je prends la décision que je reviens dans mon corps, que je veux revenir sur Terre et que l'autre dimension, c'est absolument incroyable et j'y serais bien restée, mais que j'avais encore beaucoup de choses à accomplir sur Terre. Et donc je prends cette décision. Et au moment où je veux revenir dans mon corps, en fait, je sens qu'il y a un blocage incroyable parce que mon corps ne me répond pas. Ça devait être très angoissant, souffrant? Alors, au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, il n'y avait ni l'angoisse, ni la souffrance. Il y avait juste l'incompréhension et le questionnement du qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne marche plus. Et puis finalement, tu arrives à réintégrer, réapprivoiser ton corps petit à petit? Oui, ça m'a pris beaucoup d'années. Beaucoup d'années aussi pour comprendre ce qui m'est arrivé. J'étais très, très décalée pendant les premières années. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qui m'était arrivé et pourquoi je devais vivre une telle souffrance au quotidien, du fait que voilà, je pouvais plus marcher correctement, je boitais. Donc ça, c'était très, très pénible pour moi. Les regards des gens, l'incompréhension aussi des gens par rapport à mes mémoires. Je redemandais souvent, régulièrement, les mêmes questions parce que je n'arrivais pas à avancer, voilà, par rapport à ce blocage de cette mémoire court terme qui marchait pas. Ce qui était intéressant, c'est que ma mémoire avant l'accident était intacte et j'avais tout préservé. Mais j'ai ressenti un très fort décalage parce que j'avais comme l'impression que mon accident était une nette coupure et que j'avais une vie avant l'accident et une vie après l'accident et qui n'était plus du tout la même. Et c'est que au cours de ma thérapie post-traumatique que j'ai réconcilié mon enfance avec mon adolescence, la vie que je vivais en tant qu'étudiante, pour comprendre qu'en fait je suis la même personne avec les qualités que j'avais avant, les qualités nouvelles que j'ai développées après. Mais c'était pas quelque chose d'acquis. Ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter aussi que l'enfant traumatisé avait le droit d'exister et puis que voilà, j'ai dû le prendre dans mes bras pour me réconcilier avec ce passé douloureux et pouvoir voilà, continuer à cheminer et à faire ma vie et puis ne pas nier ce qui m'est arrivé, tout au contraire, mais d'accueillir ce mal-être que j'avais vécu et traversé pour pouvoir aller de l'avant et puis reprendre ma vie en main et puis pouvoir fonder une famille et puis aller de l'avant. Tout ton parcours, je trouve, vraiment incarne l'espérance parce que quand je t'entends, je suis assez étonnée de la persévérance, de la confiance qui finalement t'anime parce que c'est difficile, c'est compliqué. J'ai l'impression que tu as dû te retrouver, te réapprivoiser. Intégrer aussi cet accident incroyable et puis aussi cette EMI, c'est pas évident, une EMI, on sait qu'on n'en revient jamais identique. Et finalement, tu traverses tout ça et t'es une jeune adolescente, avec juste les ressources qu'a une jeune adolescente. Et tu parles beaucoup de la solitude que tu as traversée dans ton livre. J'étais très touchée par ça. Et ce qui m'a aussi touchée, c'est que dans cette solitude, tu restes en lien avec la terre-mère et que une des grandes ressources que tu vas retrouver, ou à laquelle tu vas t'accrocher, c'est la nature. Oui.
En effet, c'était mon paquebot de survie. Hein. J'ai vraiment eu la chance d'être quotidiennement en contact avec la nature parce que j'ai repris l'équitation dès qu'on a repris les cours. Mon accident est arrivé le 26 juin, donc au tout début des vacances d'été. J'étais 1 mois à l'hôpital en juillet. En août, ma mère m'a amenée en Autriche où j'arrivais encore à peine à aller où que ce soit tout seul parce que je marchais encore à peine. Mais dès la rentrée scolaire, voilà, c'était très difficile socialement parlant, mais tous les jours ou très très souvent nous allions à l'écurie où j'ai juste continué tous les sports en fait que je faisais avant l'accident, même malgré le fait que je boitais et que j'étais en régénération. J'avais ce contact avec les chevaux, donc avec les animaux, et j'avais le contact avec la nature parce qu'on était toujours à la campagne et j'ai vraiment senti que les animaux étaient extrêmement intuitifs. J'avais mon chat aussi qui m'a accueilli en Autriche quand je suis arrivée. Et ils font pas de différence, ils ne jugent pas et ils sont intègres. Et ça m'a fait énormément de bien de voir que au moins eux, et ils me prenaient comme j'étais, avec mes défauts. Et ça m'a donné beaucoup de force et puis beaucoup de courage d'espérance pour continuer mon chemin au quotidien. Parce que sans ça, je pense que ça aurait été extrêmement difficile pour moi de voir en fait un sens à ce qui m'est arrivé et puis de vouloir me battre pour m'en sortir. Donc je suis très 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 reconnaissante à mes rochers qui m'ont portée, qui m'ont accompagnée, aux arbres aussi qui me murmuraient du courage, de l'énergie, de l'espoir pour traverser cette période de solitude qui était extrême parce que je ne comprenais pas ce que je vivais. En fait, j'étais trop petite pour le comprendre. Mais voilà, c'était mon refuge. Et j'ai toujours eu cette conscience lorsque je vivais ces moments qu'un jour j'allais lui rendre ce qu'elle m'a donné. Et puis tu disais aussi que quand tu es revenue de ton expérience de MI, tu étais comme chargée d'une mission. Ça, c'était déjà clair à ce moment-là ou ça s'est dessiné plus tard? Ah non, pour moi, c'était clair. Parce que malgré moi, je n'avais que 11 ans lorsque cette voix m'a proposé de faire cette expérience et lorsque j'ai fait cette EMI. Mais j'ai dû devenir adulte très jeune et prendre conscience de mes responsabilités très rapidement. Et je pense que je le savais déjà avant l'accident que j'avais cette mission. Qui consiste en... Comment tu la définirais? Est-ce que c'est quelque chose de très clair ou c'est quelque chose d'instinctif en toi? Comment tu en parlerais de cette mission? C'est quelque chose de très clair, du fait que nous nous considérons comme une espèce supérieure, alors que nous sommes absolument rien d'autre que égal à toute autre espèce vivante sur cette terre et que rien ne nous appartient et que nous sommes que là de passage et que notre passage est extrêmement court et que la vie en fait est un cadeau extrêmement précieux. Et la chance que je vois dans ce que j'ai vécu, c'est d'avoir fait cette expérience de comprendre à quel point non seulement notre vie est fragile, parce que j'ai traversé moi-même cette fragilité, mais que le message clair pour moi est de faire comprendre aux gens l'importance de valoriser notre existence et puis de valoriser toutes les existences, toutes les vies sur cette magnifique planète. Et que nous sommes là pour la protéger en réalité. C'est ça notre devoir. Je trouve cette mission tellement belle. Et ce que je trouve assez étonnant en t'entendant, c'est qu'on est un peu... tu nous emmènes un peu hors de l'espace-temps. Et j'ai l'impression qu'il y a une force, un courage et une détermination qui t'ont porté et que la femme d'aujourd'hui, dont on va parler tout à l'heure, qui est pleine de talent et de lumière et qui est incroyable, c'est cette femme-là qui est dans sa mission. Elle a traversé des années incroyables où tu as été mise à l'épreuve de façon très très forte.
Et dans cette mise à l'épreuve, dans cette expérience de grande fragilité, en lisant ton livre et en te côtoyant, je me dis mais c'est incroyable, il y a quelque chose d'un feu qui ne s'éteint pas et malgré les handicaps, malgré les moments de découragement, c'est comme si rien ne t'arrêtait en fait dans cette mission, c'est-à-dire tu voyages, tu marches, tu fais des formations, tu essayes, tu vas toujours à la rencontre de l'autre aussi. Et surtout, tu ne perds pas complètement confiance en l'humain. Parce que c'est vrai que de vivre le handicap et la grande souffrance, c'est stigmatisant. On se sent seul parce qu'on est toujours seul avec sa souffrance, mais seul aussi parce que quand même on est souvent mis de côté dans la société. Très vite, on sort du jeu social et c'est très compliqué. Et toi, j'ai l'impression que tu gardes foi en l'humain. On doit grandir, on doit tous faire notre chemin et comprendre qui nous sommes, en fait. C'est extrêmement complexe. J'ai vraiment fait cette expérience régulièrement que l'humain a peur d'être lui-même, a peur d'être différent. Et en réalité, nous sommes tous différents. Et c'est ça qui crée la richesse sur cette terre. Je ne sais pas pourquoi il y a ce conformisme qui s'est installé, et c'est très lié au matérialisme. Donc c'est quelque chose contre quoi j'essaie de me battre moi-même au quotidien, et dans quoi j'éduque mes enfants pour pas qu'ils tombent et qu'ils sombrent là-dedans. Mais c'est un jeu de pouvoir. On est censé représenter quelque chose, et en réalité, notre cœur et notre âme ne l'est pas et n'a jamais consenti à l'être. Donc moi, je garde dans l'espoir que l'homme est unique, chaque être humain est unique, chaque vie est unique, et que chaque singularité amène une richesse énorme et qu'il faut soutenir et souligner nos différences plutôt que nos ressemblances. Parce que c'est ça qui nous permet d'évoluer et d'avancer et de contribuer à ce que notre espèce se transforme et s'éveille. Ouais, j'ai vraiment cette foi en l'homme que nous allons sortir de cette impasse de destruction qui est vraiment liée à trop de conformisme, et que oui, j'ai vécu moi-même très fortement ces différences, et je crois que ça a que du bon en fait. Magnifique. Et puis qu'on peut donc être en connexion à un niveau profond, je dirais au-delà des apparences. Absolument, oui. Et c'est ce que je refais comme expérience avec chaque personne que je rencontre. Ta foi en la vie fait que tu t'es mariée, tu as eu 3 enfants, donc tu as construit une vie de famille, et tu te pressentais déjà dans ton EMI que tu aurais des enfants. Le fait d'être devenue maman, déjà, je pense que c'était une victoire, non ? Alors, je peux pas parler d'une victoire. Physiquement, je veux dire. Oui. C'était compliqué pour moi de consentir à cette histoire de reproduction, du fait que voilà, j'allais à mon tour donner la vie, liée à mon EMI en fait, parce que j'ai vraiment senti ma grossesse s'est à peu près bien déroulée, mon premier accouchement a dû être déclenché. J'ai eu comment dire, un moment de fragilité au moment où je donnais la vie, parce que je n'étais plus au contrôle de ce qui se passait. À cause de la médication qui m'a été donnée, j'ai été déclenchée parce que voilà, mon enfant n'avait pas assez de liquide amniotique. Il a dû j'ai dû le mettre au monde plus tôt que prévu. Et j'ai à ce moment-là frôlé un petit peu mon EMI en me disant, là, je suis de nouveau très proche de l'autre côté, mais c'est pas le moment. Donc ça m'a un peu refait passer par une fragilité. Mais en dehors de cette expérience-là, pour moi, c'était clair et net que j'allais devoir mettre au monde, que je voulais mettre au monde mes 3 enfants et donner la vie pour faire cette expérience d'être mère et de pouvoir moi aussi à mon tour être la nourricière, comme notre mère terre
être nourricière pour toutes les espèces. J'ai vraiment senti clairement en moi que je voulais faire cette expérience et je l'ai faite 3 fois avec mes 3 enfants. J'ai eu beaucoup plus belles expériences avec ma 2e et 3e naissance parce que j'avais fait une préparation par auto-hypnose que je recommande à tout le monde qui change toute la donne pour le contrôle de son corps et de ce qui se passe en accouchant. J'ai toujours su que j'allais donner naissance à mes 3 enfants que j'avais rencontrés de l'autre côté et c'est très beau d'échanger là-dessus avec eux. Ouais, j'imagine que c'est très profond et de les rencontrer aussi à ce niveau-là de conscience. En t'entendant, c'est ça qui me revient tout le temps. C'est le titre de ton livre, c'est La force du vivant. Mais j'entends chez toi une forte vitalité et puis cette connexion au mouvement profond de la vie qui fait que malgré les obstacles, il y a une forme de douce détermination qui t'habite et tu es une femme. Je parlais de victoire parce que j'entends chez toi aussi que tu es une femme du combat, mais pas dans l'agressivité, mais dans cette résolution d'être pour la vie, avec la vie. Cette résolution, tu l'as vécue dans ta vie familiale, dans ta vie personnelle, mais aussi dans tes études et dans ta vie professionnelle. Tu es aussi une combattante. Est-ce que tu pourrais juste nous redire quelles ont été tes études, quelle a été ta formation et qu'est-ce qui t'a amené finalement à faire des études en sciences de durabilité et changements globaux? Alors, j'ai pris un petit moment pour comprendre quelle voie d'études je souhaitais faire parce que c'était pas du tout clair en terminant l'école, en faisant ma matu à 18 ans. C'était pas du tout clair quelle allait être ma voie et dans quoi j'allais me lancer. Je pensais que ça serait plutôt l'humanitaire et j'ai eu des grosses déceptions en faisant des stages à 19-20 ans à l'ONU. À ce niveau-là, parce que c'était beaucoup trop bureaucratique, des organisations beaucoup trop grandes où je pensais clairement que l'individu ne pouvait pas apporter de changement. Et c'est comme ça que petit à petit, mon chemin s'est orienté sur quelque chose de très terre à terre. Donc j'ai découvert les géosciences, donc vraiment pour comprendre le lien entre notre terre et l'humain. Et j'ai fait à côté de cela des études de sciences politiques et de sciences de l'environnement. Donc j'ai fait mon bachelor dans ces 3 matières, ce qui était déjà un bon package de base. Et c'était une suite logique de faire le master en durabilité et changements globaux, parce que c'est là que je voyais l'avenir en fait. En faisant des stages aussi à droite à gauche, ça me clarifiait mon chemin pour ma carrière. Et voilà, donc à la suite de ces études, j'ai pu faire une pause pour me ressourcer et j'ai beaucoup voyagé avec mon mari pour aller à l'encontre en fait de la terre, des cultures anciennes, des civilisations anciennes, ce qui nous attirait beaucoup dans nos voyages et de découvrir les forêts, de découvrir la nature là où elle était intacte, là où elle n'a pas encore été touchée. Vous êtes allé où justement? Pas mal d'endroits. mais des endroits clés pour moi, ça a été le Machu Picchu au Pérou, où j'ai vraiment ressenti cette grande souffrance de cette civilisation qui a été décimée par les Espagnols, par les catholiques. Ce besoin de pouvoir et de puissance qu'ont montré ces grandes nations qui ont voulu dominer la planète et qui ont colonisé partout où ils ont pu et qui ont tout tué, arraché et détruit au passage. Les aborigènes en Australie, par exemple, dont il ne reste pas grand-chose. Nous étions dans quelques réserves et c'est aux États-Unis notamment, c'est très choquant de voir la suprématie de l'homme blanc partout et de voir la vulnérabilité de ces peuples autochtones qui sont encore là. Mais de voir que petit à petit, le monde se réveille et comprend qu'en réalité, c'est eux qui préservent la vie sur Terre. C'est eux qui préservent nos écosystèmes et qui comprennent comment ils marchent. Donc j'ai eu vraiment cette prise de conscience très claire que c'est cette intuition et cette connaissance de ces peuples qui va nous guider pour apprendre à prendre soin de notre Terre. C'est vrai qu'on a la chance en ce moment de redécouvrir ces peuples premiers et qui sont source d'inspiration pour nous. Je serais touchée quand tu parles de la Terre, tu mets beaucoup en avant notre destructivité terrible, les horreurs qu'on peut faire subir à la Terre et du coup à l'humanité. Et
Parfois, je sais que nos auditeurs et nos auditrices sont comme moi, mais peut-être aussi comme toi parfois, un peu découragés en se disant non mais il y a tellement à faire. Et pourtant, on essaye de faire que le mouvement s'inverse. En tout cas, on s'engage. Et souvent, la question qui se pose, c'est mais quel est mon combat ? Où est-ce que je peux faire que les choses commencent à bouger dans le bon sens ? Et toi, tu t'es vraiment engagé dans la lutte contre les pesticides. Est-ce que c'est imposé à toi ? Est-ce que c'est des rencontres ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'engages dans cette lutte ? J'ai pris conscience, en terminant mes études, que la disparition des abeilles n'était qu'un détail par rapport à ce qui se passait en réalité et en profondeur. Parce que les abeilles, c'est ce qu'on peut voir et c'est ce qu'on compte, parce que les apiculteurs, évidemment, en voyant leurs essaims se décimer au cours des années, eh bien, on comptabilise le fait qu'il y a un problème quelque part dans le système. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Ces pesticides qui sont utilisés de façon systémique dans le monde entier pour produire notre alimentation, ils détruisent le vivant. Ils détruisent tout ce qui est dans les champs, donc pas seulement les ravageurs qui déciment les cultures, mais ils détruisent tout ce qui passe dans tous les coléoptères, tous les insectes, tout le vivant, et donc par conséquent ça détruit la faune également. Tous les oiseaux sont en voie de disparition, on le voit partout. Les poissons, enfin tout se vide parce que les pesticides ont contaminé tout le vivant, en fait. Ils ont contaminé nos terres, ils ont contaminé nos eaux, ils sont partout, ils sont dans notre corps, ils sont absolument partout, du fait que nous consommons ces aliments. Donc pour moi, c'est une évidence que la santé humaine est liée à la santé de la planète. Étant donné que nous utilisons ces pesticides pour faire pousser les aliments qui nous nourrissent, eh bien, nous détruisons non seulement notre santé, mais nous détruisons évidemment aussi la planète au passage. Donc pour moi, c'était une évidence que les pesticides, la lutte contre les pesticides c'est un début de cheval de combat essentiel pour pouvoir sortir de cet anéantissement du vivant. Donc voilà pourquoi je me suis lancée dans cette course il y a plus d'une dizaine d'années avec Polinis, une association que j'ai rejoint et dont j'ai poussé au niveau européen pour qu'on puisse faire changer la donne au niveau agricole européen et d'arrêter de décimer la nature et notre santé au passage. Et donc concrètement, donc c'était à la fin de tes études là que tu t'es engagée dans cette lutte ? Oui, à peu près 1 an et demi après avoir terminé mes études, je découvre ce monde et je comprends ce qui se passe et je me dis ok, il faut vraiment y aller et il faut qu'on soit nombreux, donc nombreuses associations, partenaires avec lesquels qu'on a rencontrés et puis avec lesquels on a lutté pour aller contre les politiques, en fait, la politique agricole, le CAP qui promettent de nourrir la planète, mais qui au passage détruisent le vivant. Et à ce niveau-là, dans les cultures intensives, nous savons qu'il nous reste une 60aine de récoltes, mais qu'après nos sols sont morts. Parce que l'humus qui était encore existant ne le sera plus. Et nous le voyons dans les champs, il suffit de se balader dans la campagne. On voit que la terre diminue et que les champs s'affaissent et que la productivité, elle diminue aussi, malgré le fait que ces produits, ces pesticides étaient très prometteurs sur les récoltes. Et c'est la première question qu'on pose aujourd'hui, c'est de dire mais si on produisait que du bio, on n'aurait plus assez de récoltes, on n'aurait pas de quoi nourrir la planète. Eh bien, c'est faux. Pour moi, c'est vraiment le lobby de l'agriculture industrielle qui essaye de promouvoir et de continuer à mettre dans la dépendance les agriculteurs pour les forcer, les obliger à continuer d'utiliser ces semences. Et ils sont peu nombreux à monopoliser ces semences dans le monde, mais ils ont évidemment aucun intérêt à ce que cela change pour eux, parce que ça leur ferait perdre leur pouvoir. Et leur argent. Ouais. Terrible. Mais, et tu as pu avoir des avancées concrètes au niveau politique ? Alors petit à petit, il y a des consciences qui sont prises, mais c'est encore petit. Ce qui a été très impressionnant pendant le Covid, c'est de constater que les gens
la demande pour le bio a augmenté de 30% rien qu'en Suisse, ce qui était très considérable en l'espace de très peu de temps. Il y a une volonté, c'est toujours lié au prix. Les gens refusent d'acheter quelque chose qui est 2 fois plus cher ou qui leur coûte un quart de plus ou un tiers de plus. Donc il y a quelque chose à faire par rapport à ces prix et souvent, c'est les supermarchés qui augmentent ce prix et qui le prennent dans leur poche. Donc je pense qu'il y a quelque chose de clair à faire avec l'État. Et c'est là où je voudrais me lancer avec 2 initiatives, l'une qui s'appelle le Bio pour tous et l'autre la Canopée Suisse. Avec l'Alliance Verte Suisse, une association que je viens de lancer, je voudrais pouvoir promouvoir ces 2 initiatives au niveau fédéral. Donc c'est un nouveau combat, mais qui s'inscrit donc dans la lutte contre les pesticides. En fait, c'était naturel que finalement tu rejoignes maintenant finalement un combat aussi pour l'humain. Quand je t'entends, tu es à la fois engagé dans la régénération de la planète, mais aussi de l'humain, donc de sa guérison, ou en tout cas, avant qu'il soit malade, de faire tout un travail de protection de nos corps et de nos vies. Est-ce qu'il y a des moments où tu es totalement découragé, fatigué, ou est-ce que ta détermination, elle reste sans faille par rapport à ça? Ah non, elle reste sans faille, ça c'est sûr. Notre santé se détériore, on voit plein de cancers, de jeunes, de gens de notre âge qui laissent des enfants jeunes derrière eux. Moi, je pense que ma détermination est plus forte que jamais parce que ça s'empire en fait au cours du temps et ça s'accélère. Donc, il faut que le mouvement inverse s'accélère également. Donc, dans la 2e initiative que je voudrais lancer, la Canopée Suisse, c'est vraiment l'idée de lutter contre les changements climatiques et de nous rendre résilients face à ce qui nous attend et à ce que nous vivons déjà et nous traversons déjà aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup, mais la Suisse a un réchauffement de 2,8 degrés, contrairement au reste de la planète. L'accord de Paris qui était fixé à 1,5 degré, on l'a dépassé en fin d'année dernière, tout le monde en a parlé, mais personne ne parle des 2,8 degrés qu'on a déjà en Suisse. J'ai rejoint plusieurs ONG qui luttent très activement contre le réchauffement climatique, notamment Climate Bridges, où je m'investis fortement pour pouvoir lutter aussi à ce niveau-là et faire prendre conscience au niveau politique que nous devons agir. Donc c'est un grand travail de sensibilisation, comme on est en train de le faire dans ce podcast. Tout ce que tu nous dis, c'est terrible. Et en même temps, ce qui est incroyable en t'entendant, c'est que le fait que tu sois dans l'action et dans l'engagement, je dirais, adoucit ce que tu nous dis. Je te renvoie ça, mais je pense que c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, est source d'espérance. C'est-à-dire que l'action, l'engagement avec d'autres, parce que dans ce que tu dis, tu es toujours avec d'autres associations, enfin tu ne luttes pas seul, fait que il y a un espoir quand même qui est là pour il y a une foi dans le changement qui peut continuer à nous animer. Oui, absolument. Pour moi, c'est un peu ma devise depuis que j'ai traversé ces années très difficiles. Le fait d'être en mouvement et d'essayer de chercher des solutions, c'est une évidence. Et ça fait quand même 10-15 ans que je suis ce combat et que je vois les choses évoluer autour de moi, mais que je vois les bonnes choses, les choses positives. C'est-à-dire que je suis devenue végétarienne il y a 15 ans et je vois que les gens commencent à manger beaucoup plus consciemment. Les gens veulent manger plus bio, mais les gens sont aussi conscients du fait que je pourrais réduire ma consommation de viande. Donc je vois que les choses vont dans le bon sens et c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir aussi. C'est que la prise de conscience est quand même générale, même s'il y a des résistances très fortes de personnes qui sont dans des choses très traditionnelles, qui n'ont pas envie de changer, qui font de la résistance systématique un peu comme ça. Et puis on le voit aussi au niveau politique, les gens ont peur du changement. Donc on est dans quelque chose qui a beaucoup de résistance, mais en même temps avec l'accompagnement, avec la bienveillance, les gens comprennent qu'on n'a pas le choix. Qu'en réalité, on doit évoluer, on doit aller vers quelque chose de meilleur. C'est là où des communes dans le canton de Genève ont déjà fait des grands progrès. Il y a une énorme ferme agroécologique qui s'est installée dans la commune de Mérin, qui n'est pas qui n'est pas forcément la commune qui a la plus grande réputation au niveau du niveau de vie. C'est plutôt des grands immeubles là-bas. Mais les élèves
de l'école primaire, par exemple, de Meyrin, mangent tous des aliments bio qui ont été produits dans cette ferme au milieu de cette ville. Et 2 fois par semaine, personne ne mange de viande dans cette école. Et je trouve que c'est une victoire déjà énorme parce que je me dis, Meyrin a réussi à le faire, c'est aux autres communes de s'engager et de faire la même chose. Donc c'est un de mes programmes pour ma commune à Satigny. Voilà, alors justement, j'allais dire, il y a encore un autre engagement, c'est ton engagement politique à Satigny. Oui, je suis conseillère municipale de la commune de Satigny depuis hier soir. J'ai eu mon assermentation. Avec justement ce désir de porter ce changement au cœur de la commune. C'est une commune viticole, donc on a énormément de production de vin. Il y a déjà quelques personnes qui sont passées au bio, quelques personnes qui ont ça déjà depuis une quarantaine d'années, qui ont été les précurseurs. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'espoir aussi à ce niveau-là. Ce sont des agriculteurs qui sont très respectés la transition écologique dans notre pays est une évidence et c'est ce qui va nous sauver en fin de compte. Hein. Avec le changement climatique, on a vraiment ce besoin d'utiliser la nature, nos ressources pour nous protéger et pour nous sauver. Et à ce niveau-là, je pense que l'agroécologie est la chose essentielle qui va nous sortir de ce grand problème dans lequel nous sommes actuellement. Pour régénérer les sols, en fait. Exactement. Et nous régénérer avec une alimentation plus saine. Exactement. L'un va de pair avec l'autre. Tout à fait. Et nous rendre beaucoup plus résilients aussi par rapport à ces gros changements qui sont en train de venir. Oui, parce que je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui, c'est de se préparer sans catastrophisme, mais en étant lucide, en étant réaliste et en posant en fait des actes et des paroles qui nous engagent à peut-être faire que nous ne souffrions pas trop de ces changements, ou le moins possible. Enfin, c'est difficile de trouver les termes, mais je suis en train de... Voilà, je me dis l'enjeu, il est vraiment aujourd'hui de se dire, on n'a pas, comme tu le dis, on doit changer, on n'a pas le choix. On est dans le mur. Mais comment faire pour justement se préserver un peu, surtout préserver les plus vulnérables. Moi, ça c'est mon grand souci aussi, parce qu'on sait que dans les problèmes climatiques, c'est eux qui n'ont pas accès à l'eau, à la nourriture, etc. Voilà. Comment est-ce qu'on peut agir aujourd'hui concrètement pour adoucir un petit peu la catastrophe vers laquelle on va? Moi, j'ai le mot la responsabilité qui me vient très clairement parce que chacun de nous porte la responsabilité de ses actes quotidiens et de ses choix permanents de chacune de nos journées. Donc, nous sommes nous-mêmes maîtres du destin de nos vies et de notre planète, de l'avenir de notre planète. Donc, à chacun de nous de réfléchir très clairement et d'avoir la conscience que chacun de nos actes a un impact énorme. Donc, chaque chose que nous souhaitons consommer ou acheter, est-ce que réellement on en a un besoin? Si c'est nécessaire, eh bien, de choisir des marques ou des produits qui sont pas polluants ou qui respectent la planète et d'aller vers une économie circulaire, d'arriver à rentrer dans quelque chose qui n'est pas destructeur, au contraire, où à travers nos choix, nous arrivons à régénérer. Dans le personnel et dans le collectif, du coup. Absolument. Double responsabilité. Absolument. Et c'est vers ça que je pense que chacun de nous a le droit et le choix de pouvoir tendre. Et dans notre responsabilité collective, il y a un éveil qui doit se faire et qui, je crois, se fait gentiment. Et puis, il faut surtout, dans l'histoire de la transition intérieure, trouver aussi le chemin vers d'autres valeurs qui vont complètement remplacer en fait ces besoins matériels. Et là, je pense que la nature a un grand rôle à jouer parce que c'est un lieu de ressources, de ressourcement. On peut aller faire du sport, on peut aller tout simplement respirer et puis se changer les idées et puis devenir conscient écologiquement de notre lien à notre planète et à la nature. Donc pour toi, tout n'est pas fichu. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Mais il faut éduquer. Il faut éduquer, il faut éveiller. Et puis il faut aussi montrer à quel point c'est bon
est important et que en fait, on peut vraiment se dépouiller de tout le reste parce que notre place réelle est au milieu d'elle. C'est elle, notre mère. Puis c'est elle qui nous porte, qui nous donne ses richesses et qui remplit nos cœurs, quoi. Et à partir de ce moment-là où on se pacifie dans ce lien à la nature et à notre terre-mère, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc j'entends chez toi, tout est très holistique, tout est lié en fait, le spirituel, le politique, l'engagement très concret, les grandes visions. Enfin, il y a vraiment, j'ai l'impression que tu réunifies beaucoup de choses en toi. C'est ça qui te donne de la force? Oui, moi je pense que tout est lié. Donc clairement, en grandissant un peu, voilà, il y a 10 ans, j'avais pas encore cette capacité, j'étais pas encore mère, j'avais pas encore les mêmes ressources. J'ai vraiment cette conscience que le chemin se fait en se mettant ensemble et en unissant les forces. Parce que c'est comme ça qu'on se sent plus solide et puis qu'on n'est plus seul face au désespoir, mais qu'on est fortement unis. Comme tout à l'heure, je vais rejoindre l'Alliance climatique suisse, qui porte déjà plus d'une centaine d'ONG en Suisse, pour aller dans ce sens. Donc ne pas rester seul, rester en réseau. On a toujours une dernière question à la fin de ce podcast, c'est quels sont pour toi les lieux de fécondité dans notre monde? Alors j'ai l'impression que tu n'as fait que nous dire ça justement, mais s'il y en avait encore un auquel j'ai pas pensé, un lieu ou un rêve que tu as encore. Où est-ce que toi tu vas te recharger? Parce que finalement tu donnes énormément. Est-ce que c'est dans ce lien justement, dans ces réseaux, dans le fait de rester en contact avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes convictions que toi ou... Oui, absolument. Oui. Ça fait une 15aine d'années que j'ai commencé ce chemin de transition moi-même. Et clairement, ce qui me permet d'avancer, c'est le fait de partager avec d'autres personnes qui partagent les mêmes convictions et de me rendre compte que le chemin est encore long pour pouvoir parvenir à faire changer les consciences, mais que nous allons y arriver parce qu'en réalité, on n'a pas le choix. Si notre espèce n'est pas portée à disparaître, parce que avec des personnes comme Trump, c'est un peu vers ça qu'on se dirige. L'éveil des consciences, c'est notre sortie de secours. Et puis, tu parlais aussi pas mal de la peur, et je me disais aussi peut-être ne pas avoir peur de faire cette traversée qui sera pas évidente. Je n'ai absolument pas peur, non, au contraire. Parce que cette traversée, nous sommes tous appelés à la faire ensemble. Et ceux qui résisteront de toute façon ne suivront pas. Donc on n'a pas le choix. C'est ça. Et par rapport à ton expérience personnelle, justement, toi, tu as fait une traversée incroyable. Tu as su traverser la souffrance, tu as su traverser la solitude, tu as su traverser énormément de choses. Et de t'entendre nous dire que c'est possible, que non seulement on peut s'en sortir, mais qu'en plus on peut s'en sortir encore plus forte et portée par une conviction intime. Je trouve que c'est vraiment un énorme cadeau que tu nous as fait. Merci beaucoup, Marie-Antoinette. Merci à toi, Marie. Ce podcast est une coproduction de la plateforme Transition écologique et sociale de l'Église réformée vaudoise et de Regard Protestant. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Faites-nous part de vos retours en nous écrivant à podcast@enespérance.ch. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter sur Substack, nous suivre sur le compte Insta de Regard Protestant Podcast. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Nous remercions Laurent Bazard pour l'habillage sonore et Héloïse Basselet pour le montage vidéo de ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, on vous dit à bientôt et surtout, restez en espérance.